on part pour la dernière intervention qui est d'une nature un peu différente puisqu'elle sera un peu plus longue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter Marcel Lebrun, qui est initialement docteur en sciences, professeur émérite en technologie de l'éducation en faculté des sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain et conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab de l'UCL. En fait, quand nous avons identifié Marcel Lebrun, nous l'avions identifié pour ses écrits sur les pédagogies dites actives sur lesquelles il travaille depuis longtemps et pour ses écrits plus récents, un petit peu, bien qu'ils aient commencé il y a une dizaine d'années, sur les classes inversées. Nous l'avons donc contacté pour continuer en quelque sorte la tradition des JNF qui invite toujours un enseignant-chercheur étranger francophone en prenant soin de varier les pays tous les ans. Alors, quelle ne fut pas notre déception, si je puis dire, en découvrant que depuis la première édition des JNF, nous avions invité Christelle Lison puis Amaury Dalle, qui tous les deux étaient également belges, même s'ils avaient décidé de s'expatrier pour l'une au Québec et pour l'autre en Suisse, et nous avaient fait croire finalement à cette nouvelle nationalité. On a donc placé cette journée nationale des formations sous la forme d'un partenariat franco-belge. Et merci beaucoup à vous, Marcel Lebrun, qui avez été président de l'Association internationale de pédagogie universitaire de 2014 à 2018, dont Christelle Lison est aujourd'hui présidente. Christelle Lison qui a été votre élève. D'ailleurs, à Louvain, merci à vous d'avoir accepté de vous joindre à nous pour cet exposé un peu plus académique qui va nous permettre de voir si finalement le regain pour les pédagogies dites actives, pour les classes inversées, renversées, dans tous les termes qu'elles prennent en ce moment et depuis le début de la crise Covid, est juste un effet de mode ou au contraire une sorte de tsunami qui embarquerait les méthodes devenues anciennes dans les enseignements, que ce soit en primaire, au secondaire ou à l'université. Merci beaucoup et je vous cède la parole sans plus attendre. Très bien, je vais partager mon écran maintenant, autoriser la chose. Vous voyez mon écran avec un beau dégradé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Tout à fait. Ça y est, c'est bon. Voilà, merci beaucoup de m'inviter donc en cette fin d'avant-midi à vos journées nationales des formateurs de bibliothèque. Bon, l'essentiel a été dit, donc je suis une sorte d'hybride, effectivement ayant fait des études initiales en sciences physiques, même en particules élémentaires, en travaillant au CERN à Genève, et petit à petit, je me suis intéressé comme enseignant à la pédagogie. Beaucoup d'enseignants disent « Ah, vous savez, moi, je ne suis pas pédagogue ». Alors moi, je leur dis « Et qu'est-ce que vous êtes alors ?» C'est une vraie question. Non, je me suis intéressé à un point tel d'aller voir les chercheurs en sciences de l'éducation. Et finalement, au fil des années, je suis resté chez eux ayant fait ce chemin entre les sciences exactes et les sciences dites sciences humaines. Alors, vous aurez accès à mon diapo. J'ai donné cette adresse aux organisateurs. Ils pointent directement vers mon diapo. C'est juste pour vous dire que vous verrez assez souvent sur mes écrans en bas à droite des adresses telles que celle-là. Faites bien attention, les majuscules et minuscules sont différenciés. Ça veut dire que si vous tapez « Adbou » avec des minuscules, ça ne fonctionnera pas. Alors, j'ai envie de rentrer très vite dans le sujet. Mon titre mentionne les classes inversées, mais c'est plutôt une appellation que j'ai un peu inventée en les mettant au pluriel, puisque dès le début, on a bien parlé de la classe inversée comme étant une méthode finalement assez normalisée. Le « la » singulier montre le caractère singulier de la méthode.
Pour vous dire simplement, cette classe inversée, ce n'est pas une affaire de sciences de l'éducation, de chercheurs, de politique, voire de différents types d'acteurs de l'enseignement. Non, ici, ce sont deux enseignants d'ailleurs de l'équivalent de l'enseignement secondaire chez nous, deux profs de chimie qui ont eu assez un peu de voir leurs élèves démotivés. Et très souvent, d'ailleurs, ces élèves regardaient leur smartphone pendant le cours et ils ont eu l'idée de glisser, de glisser quelques petites vidéos. On parle ici de vidéos de 4 ou 5 minutes, maximum 10 minutes, parfois un petit peu plus, mais voilà. Des petites vidéos qui portaient sur des concepts en chimie, voire des petites expériences qu'ils réalisaient. Euh, ils disaient à leurs élèves à la fin d'un cours, ben voilà, on a déposé une, deux nouvelles vidéos, allez les voir, on en parlera au cours prochain. Alors évidemment, tous les élèves n'avaient pas été voir les vidéos. J'ai appris depuis longtemps qu'il ne fallait pas rêver aux effets magiques, si vous voulez, des technologies dans la pédagogie, mais quelques-uns l'avaient fait. À la cour de récréation, il racontait ce qu'il avait vu, et finalement, ben, ça devenait un peu un sujet. Je ne dis pas que les élèves avaient tout compris, qu'ils avaient maîtrisé complètement toutes les notions. J'aime bien ces mots. Ils avaient pris connaissance de la matière en préalable du cours qui allait suivre et un cours qui allait être plus dédié, si vous voulez, non pas à des soliloques, des monologues du professeur pendant 1 heure, mais plutôt à différentes activités comme des applications et des exercices. L'idée de la classe inversée était là. Déplacer une partie du contenu, par exemple au travers de vidéos, mais ça peut être d'autres documents sur Internet, de manière à libérer un peu de temps en présence pour pouvoir faire des activités riche d'apprentissage. Donc, une sorte de décalage ou de déplacement entre la partie enseignement en classe et la partie apprentissage. Ce sujet, je m'y suis reconnu très vite parce que peut-être, comme certains d'entre vous, vous me direz, oui, mais j'ai connu un prof qui faisait ça il y a bien longtemps. J'avais connu des profs qui faisaient ça il y a bien longtemps lors de mes études. Je pratiquais cette méthode dans mes enseignements. Ce qui est nouveau, c'est qu'à partir de 2010, 2008 aux États-Unis, 2010, 2012, 2013 en France et en francophonie, ben, c'est devenu une sorte de raz-de-marée. Tout le monde, chez les éducateurs, que ce soit à l'école primaire, au secondaire, au supérieur, avait au moins entendu un peu parler de la classe inversée. Le slogan, et je vous le dis tout de suite, je l'ai repris, mais je ne l'aime pas beaucoup, avait très vite figé les choses en disant les leçons à la maison, les devoirs en classe. Ben, c'est vrai que normalement, les devoirs, l'élève se retrouve seul. S'il a la chance d'avoir des parents qui le surveillent un peu, tant mieux. Mais voilà, c'était un peu l'aléatoire du devoir qui se retrouvait en classe et en présence de l'enseignant. Alors, tout ça, ben, ça participe à la longue histoire de la formation. Au début, j'ai envie de dire la tradition orale, puis la tradition, ici, on voit probablement 15e, 16e siècle, déjà certains manuscrits qui traînent sur les tables. Pendant 5 ou 6 siècles, rien n'a changé vraiment beaucoup dans la forme, je vais dire, et dans le fond aussi. Et puis finalement est apparu ceci. Euh, Ce sont des vidéos de profs qui ont commencé à filmer leurs cours. Vous voyez, ce mouvement de la vidéo éducative qui est en train de se développer aussi vers les années 2008. Alors, évidemment,
la plupart de mes collègues, voyant ce prof allant vers le tableau pour donner son cours, etc., etc., il me disait avec un petit clin d'œil, mais ce n'est quand même pas ça de l'enseignement, n'est-ce pas Marcel? Et je leur répondais, en êtes-vous si sûr? Parce que pour un élève qui s'assied dans l'amphi, ben finalement, c'est ça qu'il voit. Et ici, vous l'avez vu, on a la chance de pouvoir déplacer, revenir en arrière, etc., etc., et de revoir les vidéos lors du cours. Ce que je veux vous dire par cela, c'est que des transformations vers une hybridation, pour le moment, je définirais ça comme un mélange d'activités qui peuvent se passer à distance, la prise de connaissance de savoir, et d'activités qu'il vaut mieux finalement pouvoir mettre en présence, ben, un tel mélange allait opérer. Un mélange entre présence-distance, on en parle souvent, on a fait cette expérience de la distance dans l'année qui précède, mais aussi sur ces moments, ces périodes, ce scénario de l'enseigner et l'apprendre. Les temps de l'enseignement et les temps de l'apprentissage se mélangent, si vous voulez, avec ces idées de présence-distance. Je la développe un tout petit peu ici. Vous avez sur ce schéma, sur ce tableau, deux colonnes. La présence. La présence, ben voilà, le cours de monsieur Attel a lieu dans l'amphi B14 à 14 heures. La présence figée. La distance, plus subtile. On parle souvent de la distance. On est loin, on n'est pas là. Non, je veux simplement dire la distance en autonomie, en l'absence de l'enseignement, dans l'école ou ailleurs. Voilà pour moi cette notion de distance un peu étendue. Deux lignes, l'enseigner et l'apprendre. Ça, pour moi, c'est le Graal de la pédagogie. Apprendre à distinguer enseigner et apprendre. Vous allez me dire, mais c'est évident, n'est-ce pas? Ça n'est pas évident du tout. Pour moi, c'est une des raisons du retard endémique que les francophones, peut-être, rencontrent au niveau de la pédagogie, tout simplement. En français, les mots enseigner et apprendre sont presque synonymes. Je vais vous apprendre ce qu'est la classe inversée. Je vais t'apprendre à rouler à vélo. Je vais t'apprendre la table de multiplication. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui? La réponse est rien du tout. Rien du tout. Vous ne pouvez pas m'apprendre. Je ne peux pas vous apprendre. Cette chose-là, apprendre, c'est vous qui allez le faire. Moi, je peux vous enseigner, vous montrer, vous démontrer. Soyez convaincus de cela et vous aurez compris finalement tout ce jargon des pédagogies centrées sur l'apprentissage, des pédagogies actives. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Dans un cours traditionnel, néanmoins, l'enseignement se fait en présence, à telle heure, dans tel amphi. L'apprentissage, bien sûr, il peut se faire un peu en présence, mais il se fait surtout à distance. Quand on va faire les fameux devoirs, quand les étudiants en blocus, comme on dit maintenant, vont bloquer, si vous voulez, leur matière pour se préparer aux examens, mais à ce moment-là, l'enseignant, il n'est plus là. L'idée de la classe inversée, c'est de déplacer une partie de l'enseignement vers la distance de manière à retrouver du temps en présence pour d'autres types d'activités plus fécondes que d'entendre quelqu'un parler pendant 2 heures. Voilà l'idée de la classe inversée. Si vous voulez, il y a ce mouvement au-dessus, dans le registre supérieur, porter le cours à distance. Ça, c'est facile. Donner du sens à la présence. On dit on veut revenir en présence. Mais non, vous voulez revenir en proximité. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? La présence, c'est quand même pas être en face
d'étudiants qui sont en 15 mètres de vous dans un amphi, c'est juste de la proximité, redonner du sens à la véritable présence. Ces deux choses-là, donc, le Covid-19 les a un peu exacerbées. Hein. Les cours en ligne, vous voyez l'image là dans le cadre gris, et cet apprentissage solitaire, il l'est, des étudiants. La case que je voudrais développer dans ce qui suit est la suivante. C'est de se dire, vous avez parlé de ces écrans noirs, je dois vous dire, moi je ne vois pas vraiment ce que c'est, parce que quand je travaille avec mes étudiants, je vois leur visage, ils sont près de moi, un peu comme dans l'image qui est là, et pour moi, la véritable question, c'est comment amener de la présence à distance. De nouveau, un peu de vocabulaire. Le contraire de présence n'est pas distance, mais absence. Le contraire de distance n'est pas présence, mais proximité. Une fois que vous aurez compris ça, vous aurez compris que finalement, il peut y avoir de la distance dans la présence, comme il peut y avoir de la présence dans la distance. Par rapport au Covid, moi, je ne suis pas trop partisan de ces conclusions où l'après ne sera plus jamais comme l'avant parce que les enseignants ont expérimenté. Oui, peut-être, mais ils ont surtout finalement dupliqué leurs cours. Je veux dire leurs exposés en présence, en exposés à distance. Alors, quand on me dit ce sera différent, je dis différent par rapport à quoi? C'est un peu comme ces effets quasi automatiques du numérique à l'école. Moi, je prétends que les changements ne proviennent pas de cet effet, de ce tremplin qui aurait été donné par le virus, mais d'actions voulues, intentionnelles des acteurs, c'est-à-dire vous et nous. Vous allez me dire, c'est compliqué tout cela, c'est de la pédagogie, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que les étudiants apprennent mieux avec la classe inversée? Je vous dirais mieux par rapport à quoi? Vous voulez dire mieux qu'ils mémorisent mieux les contenus qui ont été délivrés par l'enseignant, ou mieux parce qu'ils sont plus créatifs, plus inventifs, etc., etc. Donc, on a besoin d'une boussole. On a besoin d'une boussole et ça me fait penser à cette pensée de Magère, hein, des pionniers, si vous voulez, des objectifs éducatifs, pédagogiques, ce genre de choses, qui disaient, si on n'est pas de l'endroit où on veut aller, on risque de se retrouver ailleurs. Et c'est peut-être ça qui nous manque après cette crise du Covid. C'est un bilan, une table ronde qui nous dirait des assises, hein, on dit ça aussi, qui nous permettrait peut-être de réaffirmer le rôle de l'école au XXIe siècle. Le problème de se retrouver ailleurs n'est pas un véritable problème. De ne pas le savoir est probablement un problème tout à fait supérieur. Alors vous me direz quel fondement? Sur quoi reposer ces fameuses assises, cette réflexion sur l'école? Eh bien, je vais vous en proposer une, c'est ma boussole à moi. Elle s'appelle la cohérence pédagogique. En anglais, on dit aussi constructive alignment, l'alignement constructif. Je vais vous en parler très rapidement. Ça nous vient d'un pédagogue anglophone, John Bix, déjà en 99, qui nous disait, et vous allez me dire aussi, oh, mais tout le monde sait ça. Oui, oui, c'est un peu comme la différence entre enseigner et apprendre. John Bix nous disait, pour pouvoir concevoir, évaluer, qualifier un dispositif, il faut étudier la cohérence entre ses objectifs, où on veut aller, les méthodes, le chemin qu'on va parcourir et l'évaluation. Et en 2007, étant intéressé par les apports éventuels des outils technologiques, j'avais ajouté un pôle qui nécessite cette cohérence. On n'utilise pas des outils pédagogiques, que ce soit des plateformes, des tableaux blancs interactifs ou des tablettes, sans une certaine révision des objectifs et des méthodes.
Les objectifs, je vais aller très vite. Je pourrais citer plusieurs personnes, des penseurs, hein. Alors, on fait ce qu'on veut avec les penseurs. On dit qu'ils ne connaissent pas leur métier, c'est très bien, on peut dire ça. On peut aussi essayer de les comprendre un tout petit peu. Par exemple, ici, un livre qui m'a inspiré un tout petit peu, L'élément de Ken Robinson. Ken Robinson a utilisé ce terme, la traduction en français en tout cas, l'élément, pour signifier, vous savez, quand quelqu'un réussit bien dans la vie, il aime son métier, il s'est développé, pas seulement professionnellement, mais aussi personnellement, on dit, et pas seulement au niveau financier évidemment, on dit, il a trouvé son élément. Alors, est-ce que l'école nous aide nos enfants, nos élèves, nos étudiants à trouver notre élément? Et Ken Robinson est sans embâche, je le suis également. L'enseignement actuel, généralement, n'est-ce pas, est fondé sur une vision étroite des capacités intellectuelles qui induit des programmes limités, des méthodes pédagogiques standardisées et des systèmes d'évaluation impersonnelle dominés par des résultats bruts et des notes, alors que l'enseignant devrait tenir compte de l'élève dans son ensemble, aussi bien sur le plan intellectuel qu'émotionnel, spirituel et physique. Voilà des choses sur lesquelles nous allons devoir réfléchir. Notre enseignement est toujours un enseignement du début du XXe siècle, où il fallait former, parfois j'ose dire formater, des personnes à être de bons employés finalement. Quel vilain mot, n'est-ce pas? Est-ce que l'école ne devrait pas, bien sûr c'est important de trouver un métier, de gagner de l'argent, de pouvoir fonder une famille, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été mis de côté par ces approches semi-industrielles? Cette évolution, pardon, on la ressent, hein. Dès les années 90, quand on parlait des objectifs, on me disait, écoute, tu commences ta phrase par l'étudiant sera capable de, tu mets un verbe et un complément, et ça y est, tu as un objectif. L'étudiant sera capable, on verra bien dans quelle extension, mais il devrait être capable de résumer un texte d'Albert Camus, d'équilibrer une réaction chimique, de donner les grandes dates de l'histoire de ceci ou de cela. On en était là. La notion donc de capacité, être capable de. 10 ans plus tard, ça changeait un petit peu. Il fallait toujours être capable, c'est-à-dire capable de savoir-faire, mais il y avait l'importance tout à coup semi-professionnelle, hein, semi-intégration dans la société, bien sûr, mobiliser ses savoirs et compétences, ses capacités dans un contexte donné. Le savoir ne pouvait plus être qu'un distillat d'idées éloigné de la véritable réalité. Il fallait être capable de resituer ses savoirs et savoir-faire dans les contextes, et vous avez reconnu la notion de compétence, hein. En 2010, on parle des learning outcomes, en français, acquis d'apprentissage, ou bien sûr, vous savez, quand il y a des évolutions en pédagogie, souvent ça ne veut pas dire que ce qui précédait n'est plus bon et qu'on va faire autre chose. Non, généralement, c'est des couches qui se rajoutent. Et dans les acquis d'apprentissage, les learning outcomes, la couche qui se rajoute est celle-ci. Bien sûr, l'élève doit savoir-faire dans des contextes, on est d'accord, mais c'est à l'élève qu'il revient l'opération de le démontrer. Autrement dit, ça touche profondément la structure de l'évaluation. L'évaluation, ce n'est pas un professeur qui dit « dites-moi ce que vous savez sur… » Non, c'est l'élève qui vient chez le professeur et qui dit « voilà ce que j'ai réalisé avec votre cours ». Cette idée de démonstration est une idée ancienne, hein. On peut penser au chef-d'œuvre des Compagnons, il y a quand même bien longtemps.
Et donc, cette idée de recentration sur l'apprenant, hein, sur l'aider à trouver son élément, sur son projet personnel, sur son projet professionnel, sur des compétences sans doute de plus haut niveau que les compétences cognitives. Ici, un lien qui me paraît intéressant à vous donner, qui est un débat entre Michel Serres et Bernard Stiegler, aujourd'hui déjà tous les deux disparus. Bernard Stiegler, un philosophe des technologies, qui nous dit, mais vous savez, un outil n'est pas bon ni mauvais. Et je crois que ça doit tout résumer finalement. Quelles sont les valeurs ajoutées de tel outil? Ben, ça dépend ce que vous allez en faire. Ce n'est pas la technique qui est toxique, c'est-à-dire qui peut apporter des valeurs négatives, mais les problèmes surviennent de notre incapacité à utiliser ou à socialiser correctement les outils. Et Michel Serres, beaucoup plus positif, qui nous dit « Depuis la nuit des temps, les outils nous ont libérés de tâches fastidieuses, répétitives, nous libérant pour pouvoir faire d'autres choses. » Voilà la vision finalement de Michel Serres. Et il dit, avec les smartphones, vous savez, le smartphone de petite poussette, hein, un de ses romans, on n'a pas le cerveau vide. Ah là là, les élèves ne savent plus faire ceci, ne savent plus faire ça, etc. Mais non, peut-être pas comme avant, mais il faudrait ouvrir la voie vers l'exploitation de ces espaces de liberté qu'ont ouvert les technologies. Et pour moi, bien sûr qu'il y a toujours les savoirs et savoir-faire, mais on parle beaucoup de ces compétences du XXIe siècle, hein, l'esprit critique, la résolution de problèmes, la créativité, l'innovation, la communication, l'apprentissage tout au long de la vie, la collaboration, la gestion d'équipe, etc. Et un jour, quelqu'un m'a dit, oui, c'est très bien, mais où sont les savoirs là-dedans? Alors regardez bien l'anneau blanc que vous voyez dans la figure à droite, je vais le peupler maintenant, eh bien, ils sont là. Les savoirs sont externalisés. Ils sont rendus disponibles. Ça ne veut pas dire que tout le monde devient plus malin, je vous l'ai dit. Ça ne dépend pas de la ressource de l'outil, ça dépend de notre engagement à nous. Mais cependant, il y a peut-être, 30 ans d'ici, on aurait placé les savoirs au centre et les compétences comme une sorte d'acquis, d'atout périphérique à l'extérieur. Aujourd'hui, les compétences sont au centre et les savoirs sont à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus importants. Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont disponibles, etc. Alors les outils, je vais aller très vite là-dessus. Hein. Bernard Stiegler en a parlé. Moi, ma crainte, c'est que chez l'humain, il y a une fâcheuse tendance à la fossilisation des pratiques. C'est-à-dire refaire avec les nouveaux outils ce qu'on faisait déjà avant. On donnait principalement des exposés dans des amphis. Pourquoi être étonné quand on vous dit, sans autre forme de formation pédagogique, d'incitant pédagogique, on retrouve des personnes comme moi d'ailleurs, hein, qui font des exposés à distance. Le comme moi d'ailleurs est important. Mon plaidoyer n'est pas tant de dire il ne faut plus d'exposés, la transmission est inutile, c'est de dire non, elle doit être complétée par d'autres types d'activités. On ne peut pas en rester là. Il faut trouver une bonne hybridation, hein, c'était le sens de mon tableau sur les classes inversées, entre des activités d'enseignement, de synthèse, de structuration et des méthodes actives. Pour les outils, c'est à peu près la même chose. On pense que de rechef, le numérique va apporter, si vous voulez, des valeurs ajoutées à la pédagogie. Je n'ai jamais vu cela à part dans des cas très particuliers. Mon leitmotiv, c'est que pour que le numérique puisse, l'idée de potentiel, apporter des valeurs ajoutées à la pédagogie, il faut, c'est une nécessité, que la pédagogie change de manière à accueillir les valeurs ajoutées du numérique.
Voilà en ce qui concerne les outils. Et maintenant, nous allons retourner vers les méthodes pédagogiques, en particulier les classes inversées. Vous l'avez compris, mon credo, si vous voulez, que je veux partager, former, c'est donner à l'apprenant des occasions où il pourra apprendre, point. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Et donc, qu'est-ce qu'il va devoir apprendre? Comment je vais le faire? L'alignement pédagogique. L'alignement pédagogique, il est là. Si vous me dites une occasion pour mon apprenant d'apprendre ce que je dois lui enseigner, c'est que je lui fasse un exposé. Eh bien, vous avez mis à la disposition du futur formé des occasions où il pourra apprendre. Mais la définition est plus large, évidemment. Si on veut développer des compétences transversales comme celles que j'ai citées, ben, ces occasions d'apprentissage seront différentes, des études de cas, des problèmes, des projets, que sais-je, que sais-je. On connaît cela depuis longtemps. Michel Serres, évidemment, revient et rajoute une couche en disant « Oui, c'est bien, la transmission, elle est sans doute utile, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ?» À ce propos, comme je parle à des bibliothécaires, je vous ai remis ici, que vous pourrez retrouver dans mon diapo, un petit texte qui se trouve sur les murs de la bibliothèque de l'école centrale de Lyon. Et il nous dit ceci, je ne vais pas tout vous lire. Il faut fréquenter les bibliothèques, certes. Il convient assurément de se faire savant, c'est dit. Étudier, travailler, il en restera toujours quelque chose. Et après, pour qu'il existe un après, je veux dire quelque avenir qui dépasse la copie. Sortez de la bibliothèque pour courir au grand air. Si vous demeurez dedans, vous n'écrirez jamais que des livres faits de livres. Voilà peut-être une idée intéressante. Et donc, jusqu'ici, où en est-on? Ben pour moi, une opposition stérile entre présence et distance. Les choses les plus difficiles, les défis, c'est probablement installer de la collaboration et des interactions dans la distance. Et pourtant, on peut le faire. Les gens qui ont expérimenté des processus interactifs en classe ont pu les transposer à distance sans aucun problème. Encore faut-il les avoir expérimentés en présence, n'est-ce pas? Et peut-être aussi installer de la différenciation, de l'autonomie dans la présence. Souvenez-vous de l'élément de Ken Robinson. On y va, les classes inversées. On est passé de la classe inversée aux classes inversées de la façon suivante. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'était le type 1. La théorie d'abord, que ce soit via des vidéos, des textes, peu importe, l'application ensuite. Or, la classe à distance, comme je l'ai dit, on prend connaissance de la matière au travers de textes et de vidéos. Et en classe, ben, c'est le moment un peu développé, si vous voulez, des exercices, des applications, etc. J'ai beaucoup côtoyé les enseignants qui faisaient de là des classes inversées. Et quand je leur demandais, mais comment vous faites, vous? Ils me racontaient parfois des choses différentes. Il me disait, mais nous, à la fin d'un cours, nous envoyons les élèves à la recherche de quelque chose, explorer des contextes, chercher des ressources, préparer une petite présentation pour les autres étudiants, préparer une petite activité. Bref, je termine mon cours en disant, ben, la semaine prochaine, nous parlerons des virus, alors j'aimerais bien que vous cherchiez un peu sur Internet, à la bibliothèque, etc., et que vous veniez avec des ressources, ça peut être un petit texte, une petite vidéo, qui explique finalement la différence entre les virus et les bactéries. Au cours suivant, je demande à mes étudiants individuellement ou en groupe, il vaut mieux en groupe, je dis, le groupe 2, ben, venez un peu présenter ce que vous avez trouvé. Ben, ils ont une petite vidéo, une petite présentation, etc. Donc, vous voyez une autre façon d'explorer la distance et d'autres activités en présence, comme de l'esprit critique, de la créativité, du débat, des travaux de groupe, etc. Ce n'est pas tout. Je vous ai expliqué le type 1, les vidéos avant, les applications ensuite, le type 2, explorer les contextes ensuite du débat, de la discussion, etc.
J'ai rencontré des enseignants qui faisaient encore autre chose, un type 3. Regardez bien. Je prends les deux rectangles du bas, hein, les deux rectangles du type 2, explorer les contextes, chercher des ressources. 2, venir en classe pour présenter, faire du débat, mené par l'enseignant, hein, bien sûr, il est toujours là pour dire, tiens, le groupe 1 a dit ceci, le groupe 2 a dit ça, comment vous voyez les choses, etc. Puis je prends les deux rectangles supérieurs et je les mène ici en dessous, prendre connaissance de la matière, les applications tout à fait à gauche. Et j'ai rencontré des enseignants, beaucoup d'ailleurs, qui ne faisaient plus le type 1, vous savez, le type originel de la classe inversée, qui ne faisaient pas uniquement du type 2, mais qui avaient trouvé l'occasion d'introduire de la variété, du mélange, de l'hybridation. Et ça, c'est ce que j'ai appelé les classes inversées. Vous voyez une sorte de cycle, explorer les contextes, les débats, l'analyse, la synthèse, prendre connaissance de la matière, des modèles, des théories, et ensuite seulement les applications. Vous voyez que la théorie, c'est la case numéro 3, n'arrive pas au début. Il y a tout d'abord une exploration des contextes, un travail finalement personnel par l'étudiant, individuellement ou en groupe. Je résume. Nous avons découvert un premier axe qui est le rapport au savoir. Tout à gauche, si vous voulez, des savoirs transmis en classe par le professeur. Pourquoi pas? Des savoirs qui ont été mis au travers de vidéos disponibles sur Internet. Des savoirs récoltés par les étudiants eux-mêmes. Hein? Puis, un autre axe, les rapports au rôle. Le professeur tout en bas qui donne son cours finalement, des étudiants qui participent davantage aux applications, aux exercices, et finalement les étudiants qui deviennent enseignants eux-mêmes, qui construisent le dispositif à l'intention des autres élèves. Eh bien, il n'y a pas photo quelque part. Vous avez retrouvé le type 1, les savoirs externalisés, les applications en classe. Le type 2, les savoirs récoltés par les étudiants, présentés par les étudiants en classe. Vous avez là la classe inversée tout en bas. En haut, il y a un mot pour ça, quand l'élève doit finalement tout faire. C'est lui qui cherche les ressources, qui les présente aux autres, qui doit même parfois proposer des évaluations aux autres élèves. C'est un groupe d'étudiants ou un étudiant qui propose un test, un QCM à d'autres élèves. La classe inversée d'un collègue qui se nomme Jean-Charles Caillé à la Cato de Lille. Le mélange type 1, type 2, que j'ai appelé les classes inversées, aussi le type 3. Vous avez ici un panorama. Vous voyez qu'on est passé d'une méthode assez normative, le type 1 de la classe inversée, à une variété, à une combinaison de différentes méthodes qui ont du sens finalement, qui ont du sens au travers des 4 événements, les 4 rectangles dont j'ai parlé. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, mais oui, en pédagogie, on reprend des idées, on les transforme, on les met au goût du jour. Déjà, David Kolb, en 84, avait dit « Une bonne séance pédagogique, c'est démarrer d'une expérience concrète, du contexte, pour aller ensuite vers le débat, l'analyse, la synthèse, pour aller ensuite vers la conceptualisation, c'est-à-dire la théorie, les modèles, pour retourner ensuite vers les applications, l'expérimentation, et vous avez un cycle qui se dessine avec évidemment de nouveau les 4 événements d'apprentissage, tout en haut les contextes, à droite les débats, en bas, les cours théoriques par vidéo, par texte, tout ce que vous voulez, et finalement les applications se retrouvent là. Des activités qui entrecroisent présence et distance, évidemment. C'est pas présence contre distance, c'est pas savoir contre compétence, c'est les deux en même temps, avec des phases de contextualisation. À quoi ça sert? Quel est le sens? Quel est le contexte? De décontextualisation de théorie et de recontextualisation, les applications. Ça, mesdames, messieurs,
ça met Benjamin Bloom sur sa tête. Vous connaissez sans doute la taxonomie de Bloom. Bloom disait, dans les opérations cognitives, il y a d'abord la mémoire, la compréhension, l'application, l'analyse, l'évaluation et la création. Et l'école, la classe, mais aussi tout le parcours scolaire a été construit sur cette base. Il faut d'abord connaître les définitions, connaître les théories et tout, et plus tard, peut-être, on pourra analyser, évaluer, créer, imaginer, etc. Oui, ben, c'était l'école du 19e, voire du 20e siècle. Moi, ce que je préconise, c'est que non pas on oublie ça, non, on garde, mais qu'on complète également par des phases qui vont dans l'autre sens. Parce que quand vous avez un problème, est-ce que vous commencez par regarder des bouquins ou bien vous commencez à chercher par vous-même, à demander à un collègue, à voir les différentes possibilités, quitte à aller vers la théorie ensuite. Et donc peut-être des formes d'apprentissage qui se rapprochent plus de l'apprentissage dans la vie quotidienne, qui est peut-être un synonyme dans l'apprentissage toute la vie durant. Alors, on retrouve finalement les types 1, type 2, des classes inversées qui sont là, encore une fois, pas l'un contre l'autre, mais les deux en même temps. Les hybridations, elles sont en route, je vous en ai parlé. Bien sûr, il y a présence-distance, tout le monde me dit ça, mais il y a aussi les savoirs qui sont distribués et les connaissances qui sont intégrées. Les savoirs d'un côté, les compétences de l'autre, l'apprentissage formel, l'apprentissage informel, l'enseigner, les temps de l'enseignement et l'apprendre, les temps d'apprentissage, la formation initiale continue, les disciplines, on parle d'interdisciplinarité, ce qui se passe dans l'école, mais ce qui se passe dans le campus, dans la région. Les hybridations sont déjà en route et elles le sont profondément. Il faudra qu'on s'en rende compte et qu'on adapte bien sûr la formation vers des pensées qui ne sont plus seulement déterministes, la cause, l'effet, mais probablement des pensées davantage systémiques. Très rapidement, quelques recherches pour vous dire que les différents types dont j'ai parlé, on les a trouvés dans la recherche, en particulier avec 2 étudiantes. On a trouvé ce type 1, les vidéos, le type 2, plutôt les débats, et surtout le mélange des deux. Des publications commencent à naître, si vous voulez, qui montrent effectivement la grande variété qui se cache derrière le concept de la classe inversée pour donner les classes inversées, avec cependant des précautions, des bémols. Il est important d'expliciter vos attentes et vos objectifs et la façon de travailler aux élèves. Quand je donne cours aux élèves en classe inversée, la première heure, voire le premier cours, est dédicacée au scénario, à la façon dont ça va se passer, aux ressources qui sont disponibles, aux activités attendues, à l'évaluation, etc. Il faut mettre les élèves dans le coup et les préparer en conséquence à apprendre en mode inversé. Peut-être que les productions vidéo, elles doivent être réfléchies aussi. Beaucoup de personnes se filment devant leur écran avec leur diapo. C'est très méritant, il faut commencer comme ça. Mais n'oublions quand même pas que la vidéo éducative a presque, bientôt un siècle d'âge et qu'il y a eu beaucoup de préceptes, de conseils qui doivent être appliqués dans la réalisation de ces productions vidéo. Je parle des théories de Mayer. Bien délimiter le temps de travail en autonomie, éviter de surcharger les étudiants avec des vidéos d'1 heure à regarder, des travaux pour le prof X, des travaux pour le prof Y qui doivent être remplis à la même date. Le travail en classe inversée demande un travail d'équipe des enseignants.
Et peut-être, on en a parlé un petit peu, vous avez parlé dans l'exposé précédent de Moodle, de Caroline Connect, une plateforme que j'ai développée il y a pas mal de temps, eh bien, associer une véritable plateforme à LMS, à Learning Management System, à Teams, Zoom et tous les autres qui ne sont pas vraiment faits pour développer ce genre de choses. Les enseignants, oui, c'est vrai, j'entends, on n'est pas formé, on n'est pas formé. Et en même temps, on entend, il faut se former toute la vie durant. Mais allez vous former finalement. Des vidéos, vous en avez tant et plus qui ont été proposées par des instituteurs à l'école primaire qui font de la classe inversée, des enseignants du secondaire. N'attendez pas la théorie des classes inversées. Moi, je me suis nourri des pratiques des uns et des autres pour faire évoluer progressivement ma pratique. Si vous voulez vous lancer dans la classe inversée, surtout, ne commencez pas en disant on va revoir toutes nos cours en classe inversée. Non, non. C'est une séance, une semaine, 2 semaines, dans laquelle, pour un sujet que vous connaissez bien, qui est bien documenté, dans laquelle vous allez expérimenter, oser expérimenter cette technique. Le monde change. Je pense qu'en philosophie, deux mondes s'opposent, hein, le monde des idées, des modèles, des théories, des concepts, et c'est très important, théorie du courant rationaliste, et les empiristes qui vont parler du monde des faits, de la réalité concrète, et percept, hein, j'aime bien le mot percept, en opposition à concept ou en complément à concept de l'expérience. En pédagogie, deux théories s'affrontent, hein, le behaviorisme, comment faire pour transmettre les théories et les idées dans la tête des élèves. Une autre qui dit, vous n'arriverez sans doute pas vraiment à faire ça, c'est aux élèves qu'il revient de construire leurs connaissances à partir de leurs expériences. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est les deux en même temps. C'est difficile hein, pour des francophones européens de dire les choses comme ça, qu'il n'y a pas de déterminisme, que lorsque vous avez des savoirs et des compétences, ça ne s'oppose pas, ça se complète finalement. Voilà un petit peu la leçon à tirer de mon exposé. Vous trouverez dans Média un livre, hein, Classe inversée, écrit déjà il y a quelques années aux éditions Canopée, des articles accessibles dans The Conversation, un webzine en ligne évidemment, des articles, des livres écrits par des collègues sur la pédagogie inversée, la classe inversée, technique et pratique de classe. Vous voyez que la littérature est là. Un petit guide que je vous conseille, le guide des classes inversées, toujours le bit.ly guide-ci, qui est une petite plaquette de 40 pages qui a été créée par mon labo, hein, Learning Lab, et qui est disponible en ligne. Merci pour votre bonne attention. Alors, je vais quitter ceci, je vais revenir. Me voici. Merci beaucoup à vous pour cet exposé très stimulant et très enrichissant. Une question plébiscitée ou presque sur les classes inversées et une notion de format de cours. En fait, la question est, est-ce que les méthodes de classe inversée peuvent être adaptées à des formats très courts, des formations de quelques heures seulement? Et est-ce que ça vaut le coup de le tenter du coup? Écoutez, j'ai beaucoup travaillé à Louvain avec les collègues des bibliothèques. Je vais cibler mon intervention là-dessus parce qu'effectivement, ils venaient en disant « Oui, mais nous, on n'a pas des cours de 30 heures, 15 séances de 2 heures, on doit intervenir ponctuellement, etc. » pendant 1h30 à la bibliothèque pour former les élèves à la recherche documentaire. Vous connaissez ça, évidemment. Et je leur disais, justement, ne perdez pas du temps
à leur lire le mode d'emploi de telle base de données et la distinction entre les thésaurus et tout cela. Vous avez des documents là-dessus. Proposez-leur avant. Bien sûr, tout le monde ne va pas le lire. Ah, ça, c'est la grande hantise. Ah, mais tout le monde ne va pas regarder la vidéo. Est-ce que vous croyez que quand vous êtes dans un amphi, tout le monde vous écoute? Il faudra d'abord clarifier ça, hein, parce que moi, j'en suis pas certain du tout. Mais c'est pas grave. Prévoyez une petite activité d'entrée où vous interrogerez les étudiants. Tiens, dans les textes, il y avait la différence entre les bases de données, les thésaurus, les machins, etc., qui peut un peu donner les éléments et vous les reconstruisez. Et donc, ça vous permet d'emblée de faire une pédagogie qui est ancrée dans un contexte qui va avoir du sens et surtout, de gagner du temps pour les applications, les mises en pratique, les études de cas. Et là, ils me disent « Ah, mais on n'a jamais le temps de faire des études de cas avec tout ce qu'on doit leur dire. » Mais enfin, tout ce qu'on doit leur dire, est-ce qu'on est encore dans la société de la tradition orale d'il y a 3 millénaires, quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus le faire du tout. Ça veut dire qu'il faut ménager, il faut hybrider et se donner du temps pour cela. Donc, vous ne m'aurez pas, ce ne sera jamais l'un contre l'autre. Simplement être capable de nuancer. C'est ça un scénario pédagogique. Une autre question, en fait, qui vous demande quelle différence vous faites entre formation et enseignement, et si pour ces deux objets, les méthodes pédagogiques doivent être les mêmes, en donnant un peu une piste de réponse, puisque l'un est-il plus du côté du behaviorisme et l'autre du côté constructivisme. Et je crois d'ailleurs que ce sera la dernière question, malheureusement, pour rester à peu près dans les temps que nous étions fixés. Alors, de nouveau, je crois que j'ai des ancêtres normands. C'est l'un l'autre. Est-ce qu'il y a une différence entre enseigner et former? La réponse est non. Vous avez devant vous des personnes qui ont besoin de savoir, de savoir-faire, peut-être dans certains cas de savoir-être également, il ne faut pas l'oublier, peut-être dans des densités différentes. On dirait que peut-être dans l'enseignement, on serait plus dans la transmission et dans la formation, essayer de faire passer des habitudes, des coups de main, etc. Cependant, je vous dirais que, je l'ai dit, la classe inversée, ce n'est pas une invention en formation d'adultes, c'est des enseignants du secondaire. Les enseignants le font avec des petits-enfants à l'école primaire. Par exemple, ils disent lundi prochain, on va faire un cours sur les animaux. Alors, essayez de trouver dans les journaux, les revues, demandez à vos parents des images d'animaux. Et le lundi, ils mettent les images sur la table et on essaie de faire des classifications, les poissons, les mammifères, etc. Mais c'est déjà une façon d'aller chercher des éléments du contexte pour les amener en classe. D'autre part, ben oui, il y a des différences entre la formation et l'enseignement. Dans la formation, on a peut-être, et c'est respectable, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, oh, vous dévalorisez. Alors, tout à coup, c'est le savoir qui est sur le piédestal. C'est pas ça du tout, mais on a besoin de, davantage peut-être de savoir-faire et de savoir-être. Et là, je vous dirais probablement que c'est dans le domaine de la formation que les classes inversées peuvent apporter le plus, parce que les savoir-faire, on peut les décrire dans des textes et même des vidéos, mais l'idéal, n'est-ce pas, c'est de les faire fonctionner dans des jeux de rôle, des études de cas, etc. Et donc, la classe inversée, les études de cas et ces choses-là sont un des moyens, si vous voulez, pour rendre la formation beaucoup plus dans son objectif socio-professionnel. Merci, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Alors, le collègue qui a posé des questions sur la question de plaisir et de jeu en formant ne trouvera pas de réponse tout de suite et je ne vais pas relayer sa question, on verra dans quelques minutes pourquoi.
Il me reste donc à vous remercier vraiment pour cette intervention, pour cette présentation très stimulante en fait, qui nous permet de tirer le meilleur de notre, je dirais quand même, de notre maîtrise nouvelle des outils, parce que l'utilisation de nouveaux outils passe toujours par une phase d'apprentissage, et là, l'apprentissage a été finalement accéléré sous la contrainte. Et on peut penser que dans l'avenir, on pourra les utiliser plus facilement et qu'on aura plus ce que j'appelle ce coup d'entrée pour devenir à l'aise avec les outils, et qu'on pourra vraiment réfléchir à ce que l'on veut faire et comment. Et c'est ça l'enjeu pour nous. Je pense que les formations en bibliothèque sont particulièrement adaptées à ce que vous décrivez, parce qu'on est sur des objets où il y a beaucoup de savoir-faire et des savoirs aussi. Et donc, c'est un processus, comme le disait une collègue, lent, qui commence avec un accompagnement à la place d'un enseignement académique, mais qui nous demande aussi à nous, qui sommes plutôt bibliothécaires au départ qu'enseignants, de nous interroger sur ces méthodes pédagogiques, et c'est bien l'enjeu de ces journées. Donc, merci beaucoup. Vous avez, je crois, plus que répondu à nos questions et à nos attentes. C'est un plaisir.